Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux martyrs du peuple palestinien, victime depuis plus de 3/4 de siècle de l'une des formes les plus abjectes du colonialisme. Il s'agit de revenir avec Boukhalifa Amazit sur la stratégie terroriste adoptée par les colonialistes sionistes en Palestine. Les prédécesseurs de l'armée sioniste qui épouvante aujourd'hui la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie commettaient dans les années 30 et 40 du siècle dernier d'effroyables massacres, d'effroyables actes terroristes. Les membres de ces organisations terroristes sionistes, notamment l'Irgun et le Stern, auront été les pionniers de la stratégie politique de la terreur en Palestine. Après 1945 et la Seconde Guerre mondiale, la formation de l'entité sioniste sous l'égide de l'ONU, le terrorisme représente à maintes reprises une politique institutionnalisée, concrétisée par les nombreux massacres et la répression du peuple palestinien sous la supervision de partis politiques tels que le Likoud. Ce parti, faut-il le rappeler, a été lui-même fondé par les chefs miliciens de l'Irgun et du Lehi. Boukhalifa Amazit, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Quand on parle de la colonisation en Palestine, il faut évoquer la violence des sionistes qui a été adoptée comme stratégie donc pour installer cette colonie de peuplement, installée à partir d'un mythe qui est basé sur la violence. Boukhalifa. Le colonialisme a pour corollaire principal la violence. Intervenir ailleurs que chez soi, s'installer, installer son système, installer son mode de fonctionnement, c'est ça le colonialisme, et cela ne peut se faire que par la violence. Le 19e siècle a été, et même les siècles précédents, mais le 19e siècle très particulièrement a été très fécond en politique de ce genre menée par les différentes puissances européennes à l'époque dans le cadre de la relance du lancement de la révolution industrielle. Et Israël n'échappe pas à ce schéma. Israël, en même temps, disons que la première colonie agricole fondée en Palestine par une communauté de confession juive s'est faite en 1878, 4 ans après ce qu'on appelait ici la loi Varnier, c'est-à-dire qui attribuait juridiquement la terre des Algériens aux Français. Là-bas, ça s'est fait juridiquement aussi. L'Empire ottoman a autorisé l'installation de cette colonie avec, bien entendu, parce qu'il y avait aussi derrière toute cette politique, il y avait la grande finance internationale, ça s'était fait avec le financement du baron de Rothschild. Mais cette stratégie... Je tiens juste terminer, c'est-à-dire que cette stratégie, cette colonie s'est installée dans le cadre de ce qu'on a appelé le retour. Le retour, ce retour mythique, cette phrase mythique l'année prochaine à Jérusalem qui se répétait à l'envi. En fait, c'était une phrase qui c'était en 1945 que c'était sorti. On a voulu attribuer ça à l'histoire. En fait, il ne pouvait pas y avoir de retour parce qu'il n'y a jamais eu de départ. Les historiens sont formels, y compris les historiens israéliens, sont formels aujourd'hui pour dire qu'en 70 après Jésus-Christ, il n'y a jamais eu de départ, il n'y a jamais eu d'exode massif pour supposer un retour. Le peuplement israélien
ceux qui sont restés en Israël, ceux qui étaient en Israël à l'époque de l'Empire romain, ce sont les Palestiniens d'aujourd'hui, qui étaient de confession juive ou par la suite chrétienne, puisque c'est en 70, et par la suite qui ont embrassé l'islam. Donc ce peuplement est un peuplement fondamentalement palestinien. Les premières manifestations, les grands départs de colons vont commencer, vont commencer à partir de Russie après l'assassinat du tsar Alexandre II. Oui. Après l'assassinat du tsar Alexandre II, donc il y a eu la naissance de ce qu'on appellera par la suite les pogroms. Les pogroms et le tsar Alexandre II, qui avait d'une part aboli le servage, ensuite aboli la ségrégation contre les juifs de son pays, son fils, le successeur après son assassinat, donc a décidé de rétablir les lois discriminatoires. Et le premier afflux va être composé d'environ 25 000 Russes juifs. Ce n'était pas le peuplement juif qui revient, c'était clair, net et précis. Il ne parlait pas, il parlait une langue, le yiddish, un peu, mais surtout le russe. Ils étaient de confession juive, ils avaient des pratiques russes, ils écoutaient et exécutaient de la musique russe, ils étaient de culture russe. C'est-à-dire celle qui est imposée par l'idéologie sioniste, qui est imposée. Parce que un juif yéménite parle l'arabe, chante l'arabe, il prie certes en hébreu, dans la langue de sa religion, mais sa culture, sa civilisation, sa nourriture, tout ce sont des pratiques arabes du Yémen, comme ceux partis du Maghreb, qui se disent, d'ailleurs, ils ne se disent pas du peuple juif, ils se disent berbères. Les falachas d'Éthiopie ne parlaient l'éthiopien, ils n'avaient pas une culture du peuple juif. Le peuple juif, cette culture du peuple juif, ce peuple juif, c'est l'idéologie sioniste qu'il a créée, disons, qu'il a appliquée après la création de l'État, mais le sionisme vient d'une réaction contre des politiques européennes de la fin du XIXe siècle et de la volonté de certains pays européens, pour se débarrasser des Juifs qui contrôlaient l'essentiel des finances, c'était valable pour les pays d'Europe occidentale, se débarrasser des Juifs dans les pays d'Europe centrale ou dans la Russie. D'ailleurs, dans les pays d'Europe centrale, à la fin du 19e, début du 20e siècle, nous assistons à la naissance des premiers groupuscules qui allaient devenir donc, des groupes terroristes. Donc ils vont prôner la violence. Les tout premiers groupes, c'est-à-dire, il faut qu'ils s'imposent. Une fois ils arrivent sur ces territoires. Parce que l'idée de s'implanter en Palestine est venue d'un idéologue, Théodore Herzl, qui, c'était un journaliste. Ouais. Ce n'est pas un rabbin, c'est un journaliste qui a décidé, je crois qu'il est d'Autriche, il est autrichien de naissance, et il décide de s'installer en Palestine, c'est-à-dire pour encourager ce mythe du retour, ce mythe de la terre promise. Ce que l'on retrouvera d'ailleurs dans toute l'histoire américaine, la terre promise, c'est la conquête de l'Ouest, c'est l'époque où le colon a toujours raison. Le colon a raison d'aller peupler la terre de Dieu. Parce que eux qui ont inventé les frontières vont ensuite dire, avait dit, c'est la terre de Dieu, donc elle est pour tous les hommes de la création, surtout si on est juif, donc du peuple élu. Et cela va se passer. Donc, Herzl d'ailleurs ne le cache pas. Oui.
il ne le cache pas, il dit que les pogroms en Russie, ça s'est étendu ensuite à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, vers le reste de l'Europe. Le développement des idées extrémistes d'extrême droite en Europe, tout cela va favoriser donc cette idée, disons, va étendre cette idée de sionisme. En fait, c'est du colonialisme qui a été décidé dans la ville de Sion en Suisse, à Bâle. On a décidé que ce sera le sionisme, mais c'est du colonialisme vulgarus, comme celui qui se développait dans les pays africains ou dans les pays arabes, maghrébins du moins. Donc le premier tournant qui a marqué l'idéologie sioniste, c'est 1907, Bouhelfa. Disons que déjà avant, je voudrais lire ce passage qui est significatif quant à la stratégie européenne, qui s'est accommodée de cette idée de peuplement qui irait, parce qu'on disait, comme on a déplacé, dans les années 30, on avait dit, on a déplacé les Baltes, les peuples baltes, pourquoi on ne déplacerait pas les Palestiniens? C'était Jabotinsky, une espèce d'idéologue d'extrême droite qui d'ailleurs, c'est le premier qui va former le premier groupe terroriste. Terroriste, exactement. Donc voilà ce que disait le Premier ministre britannique, un certain Henry Campbell Bannerman, qui avait fait un rapport tenu secret absolu jusqu'à tout récemment. Ça a été révélé tout récemment. Ce rapport stipule, je cite, « Les peuples arabo-musulmans qui contrôlent de vastes territoires, riches en ressources connues ou cachées, au carrefour des routes du commerce mondial, constituent une menace pour l'Europe et un obstacle à son expansion. Ils peuvent, s'ils le veulent, se constituer en un seul État qui pourrait devenir une superpuissance mondiale. Si l'on considère les choses sérieusement, un corps étranger devrait être implanté au cœur de cette nation afin de l'empêcher de s'unir, de telle sorte qu'elle soit amenée à épuiser ses forces dans des guerres sans fin. Il faut créer un État tampon en Palestine où serait installée une forte présence étrangère, hostile à ses voisins, solidaire avec les pays européens et au service de leurs intérêts. » Fin de citation. C'est-à-dire installer un corps étranger dans l'adversité. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les obliger, il le dit, de sorte qu'il soit amené, cette nation arabe, amené à épuiser ses forces dans des guerres sans fin. C'est à croire que ce texte a été écrit avant-hier ou hier. C'est-à-dire bien avant la fameuse promesse de Balfour. Oui, c'est en 1901, là nous sommes en 1901. Oui. Et j'avoue que lorsque j'ai lu ce texte, parce qu'il est beaucoup plus long que ça, lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, peut-être que c'est un fake, peut-être que... Non, j'ai vérifié, j'ai recoupé les informations. Effectivement, j'ai cherché le nom de ce Henry Campbell Bannerman. Effectivement, il avait élaboré ça, c'était une partie de son rapport concernant la stratégie à appliquer au niveau de l'Empire britannique. Et ça, c'était le Moyen-Orient constitué déjà, et ce, avant la découverte, les grandes découvertes du pétrole des années 20-30, avant ces grandes découvertes, et c'est un texte tout à fait qui a tracé le destin qu'on voulait pour les peuples de cette région. Donc les Britanniques, ils travaillaient sur deux... Ah oui, absolument. Ils travaillaient sur deux plans. C'est-à-dire, d'un côté, ils soutenaient les Arabes pour avoir pour s'émanciper de l'Empire ottoman, et au même moment... Le soutien aux Arabes n'était pas un soutien, c'est vraiment le soutien de la corde qui soutient le pendu. Ouais. C'est-à-dire que c'était pouvoir
se débarrasser des Turcs en soutenant les Arabes. La promesse qui avait été faite quant à un État arabe dans toute la région, la promesse qui avait été faite, c'était juste pour tout le travail de Laurence, que le cinéma a rendu Le mythe, célèbre, c'est un mythe également. tous les mythes qui ont été faits autour, tout cela, c'était de la nourriture pour les poissons, c'est-à-dire donner rien du tout, et pourtant ils restent vivants. Les Arabes, il fallait affaiblir l'Empire ottoman, qui était déjà suffisamment affaibli Au début du XXe siècle. On parlait déjà à la fin, au XIXe siècle, du grand homme malade de l'Europe. C'était il était valétudinaire, cet empire. Et donc ils ont, en aidant les pays arabes, ils se sont dit que c'est une manière de les affaiblir. Ils les ont affaiblis, puisqu'ils leur ont fait perdre le contrôle du golfe d'Aqaba, le contrôle de la mer Rouge, donc les détroits, etc. Et ils ont réussi donc à coloniser à leur place, à s'installer, non pas sous une forme coloniale, mais en créant des royaumes, des roitelets, etc. En créant des petits royaumes, ils ont réussi à cette place. Mais pendant ce temps, la façade de la Méditerranée, la façade principale, ils installaient Israël, qui allait devenir une plateforme de développement, une plateforme de défense, d'abord des intérêts occidentaux, et par la suite, c'est devenu aujourd'hui un porte-avions fixe pour les puissances occidentales, l'OTAN et en particulier les États-Unis d'Amérique. Alors ce porte-avions fixe sera donc implanté sur la base donc, de petites organisations terroristes d'abord. Donc il fallait installer, c'est comme la Haganah, comme... Ces organisations vont accompagner toutes les grandes décisions qui seront prises. La Haganah qui a commencé vers... L'idée était venue au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle. Ensuite, toutes les autres organisations, le Stern, l'Irgun, et jusqu'à aujourd'hui, les services de renseignement, etc., qu'on dit super puissants, et je pense que c'est une réputation qui n'est pas volée, grâce quand on a la collaboration des plus grands services de renseignement européens, américains, etc., c'est tout à fait normal qu'on est très puissant dans ce cas-là. Et puis aussi, la trahison de certains pays dont je ne citerai personnellement pas le nom. Toutes ces organisations vont accompagner toutes les phases délicates de l'installation de la colonie de peuplement. Toutes c'est un accompagnement par la terreur. Mais bien sûr, c'est-à-dire que chaque fois qu'on propose, les Britanniques, par exemple, proposent, c'est dans les années 30, ils proposent la création d'un État palestinien, c'est-à-dire institutionnaliser un État palestinien immédiatement. Immédiatement, l'Irgun, qui a été fondé par le sinistre Menahem Begin, qui est très connu, c'est le signataire des accords de Camp David avec Anwar Sadat, immédiatement, il y a eu une vague de terrorisme qui a fait 118 morts, immédiatement. Parce que c'est une protestation, c'est une façon de dire aux Britanniques qui avaient mandat, c'était en 1937 je crois, qui avaient mandat sur la Palestine, c'est pour leur dire non, il n'en est pas question. L'idée de création d'un État autre qu'un État juif n'entrait pas du tout, c'est-à-dire que c'était immédiatement, ça a été rejeté, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la même stratégie. C'est exactement la même stratégie que les Palestiniens sont en train de subir, c'est-à-dire refuser la création. Oslo, ils ont été jusqu'à assassiner leur premier ministre. Leur premier ministre qui était même lui, attention, lui-même faisait partie de ces bandes terroristes. Oui, mais de toutes les façons, le système israélien, il faut venir, il faut prouver, c'est la profession de foi, c'est montrer son degré de haine du Palestinien ou de l'Arabe des environs, des Arabes des environs,
C'est ça la procession de foi. Pour être digne d'être Premier ministre, il faut être passé. D'abord, ils ont un service. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on reproche à d'autres pays d'avoir des régimes dits spartiates et militaristes, le régime le plus militariste du monde. Ils ont une armée de 300 à 400 000 réservistes. Ils sont plus nombreux que des pays qui ont 10 fois plus d'habitants. Ils ne sont pas loin de... Aujourd'hui, on reproche à la Syrie ou on reproche à l'Iran d'être des régimes militaristes. Donc la formation de cette colonie donc, de peuplement, de cette entité sioniste, il y avait également, donc, et c'est fait sur la base des pressions sur les Britanniques notamment et la communauté internationale, pression, chantage, mais aussi sur la tentation génocidaire vis-à-vis du peuple palestinien, parce qu'on poussait vraiment à l'exode à chaque fois. L'élimination du peuple palestinien, on fait dire la propagande israélienne et même européenne aujourd'hui fait dire, on publie des déclarations disant que ce sont des animaux et non pas des êtres humains, oui. C'est pour dire que c'est l'extrême droite, attention, non, ce n'est pas l'idée qui est partagée, alors que cette idée-là, oui. Cette idée date du début du XXe siècle, oui. De tout début, les toutes premières colonies. Cette idée d'un remplacement du peuple. Je disais tout à l'heure de ce Jabotinsky qui disait qu'il fallait, comme on a déplacé les peuples baltes, on peut déplacer les Palestiniens et tous les Arabes de la région. D'ailleurs, à un certain moment... La Nakba, ouais. 700 000, mais vous imaginez, oui. 700 000 personnes. En 1962, les Français qui sont restés 132 ans ici, ils n'étaient pas 1 million à quitter le pays. La légende dit qu'il y a 1 million qui se sont construits, alors qu'il y avait beaucoup moins que ça, qui ont quitté le pays. Ça a constitué un événement énorme. Les Pakistanais, il y avait 2 millions ou 3 millions de Pakistanais qui avaient quitté l'Inde à l'époque en même temps, mais 700 000 Palestiniens ont quitté la Nakba, c'est 700 000, dans un petit D'ailleurs, pays. avant la Nakba, c'est-à-dire avant 1948, la presse internationale utilisait deux expressions. Il y a le terrorisme juif oui. Et le terrorisme sioniste, qui est utilisé donc pour désigner les actes terroristes commis par des bandes armées sionistes prenant pour cible la population palestinienne. Pour reprendre, etc., un chercheur palestinien qui a fait un travail de recherche sur la presse à l'époque, c'est-à-dire avant 1948. On parlait de les Britanniques avaient mandat sur la Palestine. Oui. Quand on dit mandat sur la Palestine, c'est-à-dire il est de leur devoir d'administrer, de gérer, de protéger les populations. Or, ils attribuaient à des organisations qu'ils connaissaient parfaitement, on ne va pas dire qu'ils ne connaissaient pas l'Irgun. L'Irgun a commencé à activer en 1900, la Haganah, oui. L'Irgun a commencé à activer en 1931. Oui. De 1931 jusqu'à 1948, ils n'ont pas cessé. Ils étaient armés par les Britanniques. Ils étaient, bien entendu. Bien entendu, il y a la liste. J'ai vu une liste de l'armement qui a été fourni par les Britanniques à ces groupes. C'était des bandes. C'était des organisations terroristes. Oui. Des organisations terroristes. Alors que première manifestation en 1937, des manifestations palestiniennes, on avait arrêté 5 dirigeants politiques. Et on avait interdit toutes les organisations politiques, syndicales, sociales ou même de bienfaisance avaient été interdites par l'administration. Avec cette révolte de 1937. La révolte des Palestiniens. Des Palestiniens. Et d'ailleurs, après cette révolte,
ces organisations vont redoubler de férocité. Donc, Eh oui, mais pourquoi? Parce qu'il fallait empêcher. Il fallait forcer la main à ces pays. L'Angleterre, à un moment, la Grande-Bretagne va démissionner. Elle va déposer le machin, dire aux Nations Unies, moi, je vous rends le tablier, vous n'avez qu'à vous débrouiller avec, à la veille de ce qu'on appelle le partage. Il n'y a pas eu partage, il y a eu confiscation des terres. Ce qui restait, les 56% qui ont été donnés aux Juifs, parce que ce n'étaient pas encore des Israéliens qui ont été donnés aux Juifs, leur ont été donnés au détriment des Palestiniens qui vivaient sur ces terres depuis des millénaires, depuis des centaines d'années. Alors, il n'y a pas eu partage, on a confisqué des terres et on les a données à des migrants de confession juive. D'ailleurs, l'État raciste a été créé comme ça, c'est comme ça que l'État raciste, qui se dit aujourd'hui État juif, il a été dessiné par les Nations Unies. Enfin, dessiné d'abord par la Société des Nations, et les Nations Unies n'ont fait que terminer le travail de la Société des Nations. Parce que le projet date, son internationalisation et sa prise en charge par la communauté internationale, avec beaucoup de guillemets, ça avait été décidé déjà dans les années 20 avec la Société des Nations. Alors, ces organisations, ces bandes terroristes, etc., seront des précurseurs, en quelque sorte, du terrorisme international. C'est-à-dire, le mode opératoire ils ont initié le mode opératoire, c'est-à-dire le plasticage, les assassinats ciblés, etc. C'est-à-dire, c'est cette stratégie d'avant 48. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, les services secrets, soi-disant secrets, les services secrets européens, américains, etc., s'inspirent beaucoup des pratiques de sionistes. Ces meurtres, ces assassinats, ces plastiquages, et trucs, on en a connu un petit peu. Ils n'ont-ils pas envoyé, en 1960, en Algérie, ils ont envoyé, particulièrement à Constantine, ils ont envoyé à l'Est, ils ont envoyé des spécialistes pour tuer des Français et des libéraux français ou algériens et mettre ça sur le dos de l'OAS. Des crimes qui pouvaient les servir. Là, comment s'appelle cette organisation qui est très 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 mal connue parce qu'on n'a pas assez de documents, là, les 7 collines ou les collines qui a activé à Oran, qui est à l'origine des tirs de juillet 62 pendant que les Algériens fêtaient dans la joie l'indépendance recouvrée. C'était aussi une organisation sioniste qui avait été envoyée. La méthode a été éprouvée pendant des dizaines d'années en Palestine. Pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs? Et c'est connu. Ils interviennent partout. Voilà des gens qui interviennent avec des complicités énormes, bien sûr, des pays occidentaux. On ne peut pas dire que Entebbe dans les années 70, Entebbe, quand les Israéliens sont intervenus là-bas, qui a donné les plans d'Entebbe, sinon les Britanniques? Comment les Israéliens connaissaient Entebbe? Ils connaissaient Entebbe parce que les Britanniques ils les ont aidés, eux qui ont construit l'aéroport, qui connaissaient donc très bien comment se passeraient les choses. Ces organisations, c'est un pays qui repose essentiellement sur le terrorisme. Essentiellement sur le terrorisme. Et puis, il y a une autre stratégie, c'est les massacres de masse, Bouhalfa.
Oui, ça c'est périodique. C'est périodique. C'est périodique, on l'a vu. Il y a on a avant assisté. 48 et après 48. Avant 48, il y a eu des... Vous avez donné un exemple avant 48, notamment Oui. après la révolte de 1936. Oui. Et puis en 1948, il y a donc les massacres Mars, Oui, notamment, les grands- des Riessines, etc. Oui. Où des femmes, des enfants, des hommes ont été Là, massacrés. il fallait pousser les gens au départ. Oui. C'est ce qui s'est passé au Liban, pour faire partir les Palestiniens du Liban en 82. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Ce qui se passe aujourd'hui à C'est Gaza. la même stratégie qu'on a. Aujourd'hui à Gaza. Mais en fait, on appuie à Gaza pour avoir de l'effet en Cisjordanie. En Cisjordanie. C'est ça les. Parce que la situation est plus fragile en Cisjordanie. Le fruit est mûr en Cisjordanie. Le fruit est mûr. L'État démocratique palestinien a été proposé par les Palestiniens dans les années 20. Dans les années 20, ils avaient proposé déjà un État où juifs et musulmans, donc arabes et migrants, parce que c'est des populations de migrants, on ne peut pas dire les populations juives, c'est une confession. Ce sont des migrants d'Europe, du Maghreb d'ailleurs, qui sont venus s'installer. Donc ces populations-là qui sont venues s'installer, bien avant, qui sont venus non pas s'installer, qui sont venus chasser, ceux qui étaient déjà en place. Les autochtones, oui. Les autochtones. Et le mot Palestine a été banni. Et ça, on assiste dans les livres de géographie des écoliers d'Israël. Il n'y a pas le mot Palestine. Le mot Palestine n'existe pas. Ils ont inventé une histoire. Ils ont été excavés. Il n'y a jamais eu de cette histoire de mur du temple. Ce temple n'existe que depuis le VIe siècle. Ce mur-là. Qu'est-ce que c'est Et puis ils s'inventent une histoire. Ils créent une histoire fabriquée de toutes pièces selon l'idéologie sioniste. Où est la culture Où est la culture sioniste où est leur culture? La culture, c'est de l'arménien, c'est du russe, c'est de l'ouzbek, c'est du yéménite, c'est de l'irakien, c'est du maghrébin, jusqu'à aujourd'hui. Quelle culture ont-ils donné ce pays a-t-il donné au monde? Quelle culture? Boukhalifa, pour revenir à ces bandes terroristes, donc elles étaient gérées par des chefs, et puis qu'on va. Bon, ces chefs, ils sont devenus très célèbres. Militaires et des Ils chefs deviennent très célèbres parce qu'ils passent d'abord par les services. C'est un cycle. Ils passent d'abord par les organisations clandestines, secrètes, etc. Ensuite, ils massacrent au grand jour dans des guerres cycliques qu'ils organisent. C'est des histoires de plomb durci, c'est des histoires de noms bibliques qu'on donne à des massacres d'enfants et de Palestiniens. Ils passent leur temps sur les Palestiniens, sur ce petit peuple. Et la volonté génocidaire n'est plus un secret pour personne. Et ils arrivent ensuite, ils se convertissent, ils enlèvent la tenue de militaire et ils se mettent en costume cravate pour aller converser avec les autres pays du monde, pour se donner une... Oui, on oublie que Shimon Peres a été un tueur. Ça a été un tueur d'enfants. On a oublié Sabra et Shatila. Le Sharon est devenu il était reçu dans tous les salons du monde comme un civil qui n'a absolument rien fait. C'est quand même ce qui est insupportable, c'est que le stratagème est dévoilé, les masques sont tombés, mais ce qu'on appelle la communauté internationale continue à manifester. Ce qui est en train de se passer, et ce qu'a révélé l'opération des Iraniens, c'est qu'il y a une coalition, c'est une coalition contre les Palestiniens. C'est-à-dire que
ce que Macron avait appelé de tous ses voeux, c'est-à-dire créer une coalition internationale contre Hamas, c'est créé. Depuis quand on a vu un pays qui se défend, qui est venu se défendre, qui est venu rendre l'appareil à Israël, et spontanément, entre guillemets, voilà la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis qui se mettent ensemble pour empêcher que les Iraniens ne se vengent ni ne rendent l'appareil à l'État agresseur. Ça ne s'est jamais vu. Il y a une coalition de faits et de jures. Et cette coalition est destinée, dès l'opération du 7 octobre, les Américains ont envoyé un porte-avions, et ils essaient d'envoyer un deuxième porte-avions contre les Palestiniens. Soi-disant, oui, c'est contre toute tentative. Qui va tenter quoi que ce soit contre les États-Unis? On peut tout dire du régime iranien. On peut tout dire, sauf qu'ils ne sont pas suicidaires, sauf que les responsables iraniens aiment leur peuple comme les autres aiment leur peuple. C'est les autres responsables. Et on peut tout dire du système, de ce système, mais en tous les cas, s'il y a réellement volonté d'avoir la bombe atomique, eux ne la jetteront jamais, ils ne l'ont jamais jetée sur quelqu'un. Le seul pays de la planète qui a jeté une bombe atomique quelque part, sur le Japon pour être très précis, ce sont les États-Unis. Alors qu'on n'accuse pas ceux qui ne l'ont jamais fait de vouloir le faire. Ça, c'est un procès d'intention. On appelle ça un procès d'intention. Donc, face au terrorisme d'aujourd'hui, qui est pratiqué notamment à Gaza, les Palestiniens n'ont pas la même perception de la stratégie qu'hier. C'est-à-dire hier, ils ont pris les chemins de l'exil, mais aujourd'hui, ils sont prêts à se sacrifier que de partir, que de quitter le territoire palestinien. Ils savent, les Palestiniens, ils savent que c'est la stratégie de la survie. C'est-à-dire que si ils quittent, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que c'est fini pour eux. Hors de Palestine, qu'est-ce qu'un Palestinien sinon un migrant? Ouais. Un immigré de la Palestine. Un migrant dans le pays où il est. Et s'il sait une chose, il connaît l'ennemi. Il connaît l'ennemi parce que l'ennemi, c'est ce qu'il a cherché depuis toujours. Il a cherché à remplacer le Palestinien. Il a cherché le génocide, ce n'est pas seulement tuer. Le génocide, c'est déplacer, c'est enlever une population. Faire partir. Faire partir. Ce terme de purification ethnique qui était né en ce qui concerne la Yougoslavie, aujourd'hui, on constate qu'il s'applique également pour la Palestine. Ce sont des faits très rares dans l'histoire de l'humanité. Ce sont des faits très rares. On a connu des grandes vagues de migration, des grandes vagues humaines. C'est comme ça que la Terre s'est faite, d'ailleurs. Les gens ne sont pas restés là où ils sont nés, ils bougent. Les cultures, ils s'interpénètrent culturellement, civilisationnellement, etc. Mais là, c'est mettre fin et les Palestiniens sont conscients que c'est eux ou c'est nous. Parce que l'issue, ce sera celle-là. Tous les Israéliens ont un passeport de rechange. Ça veut dire qu'ils ont tous un pays de rechange. Ils ont tous un refuge quelque part. Beaucoup ont quitté le pays parce que on est infiniment mieux informé sur ce qui se passe chez les Palestiniens que ce qui se passe chez eux. On ne connaît même pas, ils ne parlent même pas de leurs pertes militaires, ils ne parlent pas de leurs pertes ni civiles ni militaires d'ailleurs. Ils ont fait tout un flanc avec le 7 octobre,
C'est vrai que ce sont des civils. Le 7 octobre, je suis désolé. S'il s'explique, donc, je ne dirais pas qu'il se pardonne. Mais il s'explique. Le massacre du 7 octobre, c'est 75 ans. 75 ans de régime de fer. C'est 75 ans de négation de ce peuple. C'est 10 ans de blocus inhumain. Ils ont même calculé le nombre de calories que les Palestiniens doivent prendre par jour. Et c'est en fonction de ce calcul biologique qu'on permet aux camions de rentrer apporter de la nourriture ou des médicaments. Où est-ce qu'on a vu ça? Boukhalifa, j'aimerais donc revenir sur... il y a un plan en 1948, je pense c'était une réunion des principales organisations terroristes qui étaient donc sous la houlette de la Haganah. Oui. Ils ont adopté un plan de nettoyage ethnique appelé le plan d'Aleph. Je ne sais pas ce que vous... Oui. Oui. Ce plan de nettoyage, c'est un plan qui fonctionne toujours. Donc, oui, c'est l'application. C'est-à-dire qu'ils ont depuis qu'ils 48. C'est la deuxième phase, parce qu'on a évoqué la phase avant 48. Oui. Il y avait des procédés, mais après, il va y avoir une autre phase. Là, ils ont une base. Ils ont une base, c'est-à-dire ce qui est devenu leur territoire. On leur a fait cadeau d'un pays. Ce qui est devenu leur territoire, là, ils peuvent échafauder de nouvelles stratégies. Oui. Des nouvelles stratégies de massacres plus massifs. C'est-à-dire, d'abord, il faut enrayer, dès le départ, toute question de droit au retour. Il n'y a pas l'histoire du droit des Palestiniens à retourner, il faut enrayer cela. Il faut les empêcher de revenir par la terreur. Ouais. Ceux qui sont là-bas sont considérés comme des sous-hommes. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Ils sont considérés comme des sous-hommes, c'est ça. On ne peut même pas utiliser le mot citoyen pour les Palestiniens qui vivent dans leur propre pays. Dans leur propre pays, bien sûr. Et ceux qui sont partis ne doivent pas revenir, ni espérer un jour revenir. Et comment? Sinon, en échafaudant des plans, en échafaudant des stratégies pour dissuader toute volonté de réinstallation. Ce symbole de la clé que tout Palestinien réfugié dans les camps de réfugiés accroche au mur, toutes ces clés qui ne seront plus jamais, ils savent qu'ils ne seront plus jamais utilisées. Ensuite, ils ont d'abord échafaudé, construit un mur gigantesque qui a été dénoncé, y compris le mur qui sépare les États-Unis du Mexique, a été dénoncé, mais sauf celui-là, personne n'en parle. Il est là pourtant, alors que tout le monde sait que ce mur suit le plan orographique de l'eau, de toute l'eau, de toutes les nappes, de toutes les potentialités hydriques et hydrauliques de la Palestine, de toute la Palestine. Et ça a été construit en fonction de ces tracés. Donc, il faut empêcher tout cela. Et la meilleure manière de terroriser en rond, c'est de terroriser par des organisations, par des mesures secrètes, par des mesures pseudo-secrètes, parce qu'elles sont criardes, maintenant on les voit, elles apparaissent. Mais en même temps qu'ils vont dans l'extrême, ils se dévoilent. Ils dévoilent non seulement le système était connu, on le connaît, le système sioniste est connu. Mais là, c'est-à-dire, il n'a plus de limite, aucune limite, dès lors qu'il s'agit des Palestiniens. Et ça, peut-on encore parler d'humanité, d'humanitaire, d'humanisme, de tous ces dérivés de hommes
dans une situation comme celle que vivent les Palestiniens aujourd'hui. Est-ce que le système sioniste Boukhalifa Hamazit a une capacité de nuisance au-delà de la Palestine? Je pense que notamment aujourd'hui. Il a une capacité de nuisance, c'est-à-dire par la toxicité de ce pays, si on peut appeler ça un pays, la toxicité du sionisme, oui. Pour la région. Jamais la région ne connaîtra la paix, depuis d'ailleurs qu'il s'est installé. Jamais il n'a connu la paix, et jamais il ne la connaîtra tant qu'il durera, tant que ce système durera. On imagine que ce qu'avait fait le régime d'apartheid en Afrique du Sud, dans toute l'Afrique australe, en Namibie, en Rhodésie du Nord, en Rhodésie du Sud, dans toute la région. Mais dès que le système est tombé en Rhodésie, c'est-à-dire le Zimbabwe d'aujourd'hui, dès que le système a commencé à flancher, à s'effilocher, la paix et la sérénité est revenue dans la région. Et la coopération est revenue dans la région. C'est-à-dire le sionisme n'est pas envisageable en dehors de toute adversité. Donc sa survie... Il ne peut survivre que dans l'adversité. C'est ce que disait ce Premier ministre britannique. C'est-à-dire que c'est un pays toxique qui doit obliger ses voisins à mener des guerres sans fin. C'est du chien-dent dans un jardin. Les mots sont très faibles quand on voit ce qui est en train de se passer. On n'aurait jamais, n'importe quel observateur, n'importe quel journaliste, en dehors peut-être des Palestiniens eux-mêmes qui vivent le sionisme, qui le subissent, personne n'aurait imaginé qu'on allait détruire Gaza à ce point. Je veux qu'on me donne un seul pays au XXe siècle où ça s'est passé. À Dresde, ça ne s'est pas passé. Au Japon, la bombe atomique qui a été jetée alors que le Japon était à genoux. C'est les deux bombes atomiques, c'était pour se faire plaisir, entre guillemets, avec tout le cynisme que cela comporte, se faire plaisir que M. Truman a décidé de les lancer. Et là, le cynisme est supérieur. Parce que les Américains ont immédiatement arrêté les bombardements, les projets atomiques après Nagasaki. Mais là, ça ne s'arrête pas. Il y a de projet en projet. Et quelle que soit l'indignation devant cette indignité, le système de M. Netanyahou est très à l'aise. Un système à l'aise, j'aimerais revenir, Boukhalifa, à la formation de cette entité sioniste au moment où le monde, après 1945 évidemment, se préparait à la décolonisation. Au moment où... Justement. Au début du XXe siècle, déjà. Le mouvement jeune algérien en 1916-1917, le mouvement jeune algérien faisait des progrès dans la précision de ses revendications, de son objectif d'émancipation. Au même moment, il y avait M. Balfour qui échafaudait des plans de colonisation au moment où on parlait de décolonisation. En 1945, je ne parlerai pas du discours de Brazzaville qui ne voulait rien dire. En fait, le discours de Brazzaville n'était même pas une promesse, c'était un discours comme en l'air, parce que la France avait besoin de chair à canon. Ils ont été les chercher et ils ont fait le gros. Il avait dit qu'ils vont participer à la gestion de leur...
et à l'administration du pays, et même pas leur pays. Donc De Gaulle n'a fait aucune promesse. Il a péroré, comme d'habitude, concernant les colonies. Mais à ce moment même, se préparer dans les laboratoires britanniques, et particulièrement britanniques, se préparait la colonisation, alors que le mouvement gandhiste en Inde se développait et prenait de l'ampleur, alors que dans des pays africains commençait à bouillonner la marmite des indépendances. Non, là, on installait par la force, par un système de secte moyenâgeuse, on était en train de préparer la confiscation d'un peuple. Et tout a été ensuite, tout s'est passé comme réglé du papier à musique. Ils viennent, ils démissionnent, ils disent non, nous, le mandat, on n'en veut plus, allez, débrouillez-vous avec ça. Et puis, tout était préparé, et tout s'est fait. Peut-on accuser les Palestiniens de naïveté ou n'avaient-ils pas vu venir la chose? Oui, c'est vrai que les Palestiniens, au départ, ont considérablement compté sur les Arabes. Or, quelle était la force des Arabes en 1945? Quelle était la force des Arabes? Ils étaient encore plus démunis qu'avant. Leur capacité de nuisance avait été complètement réduite à néant. Dernière question, Boukhalifa. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les sionistes ont juré fidélité à la terreur? Je ne sais pas si cela s'est passé comme dans les... On a commencé par les mythes. Sous la rose, mais en tous les cas, il faut se dire une chose, c'est que la terreur est toujours sur la table, quelle que soit la négociation. Quelle que soit la négociation, la terreur est sur la table, c'est-à-dire le plan terreur est sur la table. Israël ne peut exister, ne peut pas exister sans ces éléments essentiels que sont le Mossad, qui sont tous issus de cette première organisation, toujours la Haganah, c'est ce démembrement. Ils ont toujours donné la primauté à la solution, c'est-à-dire non pas primauté à la solution de la terreur, mais elle a toujours été présente dans toutes les négociations. On arrive au terme de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement, Boukhalifa Hammazid, d'avoir répondu à toutes les questions et d'avoir donc partagé avec nous cette lecture d'une autre histoire de la Palestine, de l'occupation de la Palestine et de la terreur qu'on lui fait subir depuis plus de 75 ans. Je tiens à vous remercier également de nous avoir suivis. Excellente soirée et à bientôt.